à fond. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous reviendrons bien entendu dans un instant sur le projet de loi Duflot sur le logement dans le 24h Sénat. C'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Vers une réforme du droit d'asile en France. Après l'affaire Leonarda, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, veut réduire les délais d'attente des demandeurs d'asile jugés beaucoup trop longs. La lutte contre l'habitat indigne au cœur du projet de loi logement examiné en ce moment même par le Sénat. Reportage à suivre dans cette édition. Et l'invité du 24h Sénat, Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Vous entendrez son hommage à Aimé Césaire, dont le Sénat fêtait aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance. C'était il y a 100 ans. Mais pour commencer, sans surprise, le Sénat a rejeté ce matin en commission le projet de réforme des retraites. Difficile pour les socialistes de trouver une majorité sur ce texte. De mauvais augure pour le gouvernement qui devra convaincre les sénateurs du bien fondé de cette réforme lundi prochain en séance. Nathalie Guilloire. Matinée tendue à l'examen du texte des retraites en commission des affaires sociales. Il y a urgence chez les socialistes qui voient un à un les principaux articles rejetés, faute d'une majorité forte à gauche au Sénat. On va avoir un truc complètement stupide sinon. Une réunion entre socialistes s'improvise à quelques minutes du vote. Il faut compter et recompter les voix. Au final, seuls 4 articles sur les 52 du texte de la commission des affaires sociales sont retenus. Le texte est rejeté. La gauche dans son ensemble a voté contre pour des raisons différentes, mais pour ce qui me concerne, moi en tant que rapporteur, j'ai voté contre ce texte parce qu'il n'y avait plus les articles qui font le corps du texte du projet de loi, et je préfère qu'on reparte dans la discussion publique du texte de l'Assemblée nationale plutôt que du texte amputé de la commission des affaires sociales. Retour à la case départ donc pour le projet de réforme des retraites du gouvernement. Le groupe UMP parle d'un éclatement de la majorité présidentielle. L'ensemble du texte a été démonté et n'a pas été voté par une grande majorité des sénateurs. Dans tous les camps, chacun a son argument. On ne pouvait pas voter bien évidemment le texte qui restait puisqu'il contenait l'article 2 avec l'augmentation de la durée de cotisation et par conséquent un des points durs, des noyaux durs du projet. La discussion du projet de loi aura bien lieu le 28 octobre au Sénat, mais à partir du texte adopté par l'Assemblée nationale. Après l'affaire Leonarda, la jeune collégienne rome expulsée vers le Kosovo, Manuel Valls annonce son intention de réformer en profondeur le droit d'asile. Objectif, réduire les délais d'attente trop longs de traitement des dossiers. Jérôme Rabier. Jean-François Copé parle de réformer le droit du sol. Manuel Valls préfère évoquer une refonte du droit d'asile. Le ministre de l'Intérieur veut agir et vite. Une réforme pourrait arriver avant la fin de l'année, une fois que le rapport parlementaire déjà en cours sur la question sera terminé, avec un objectif précis pour le ministre. Accélérer les délais de gestion du droit d'asile, qui est un droit, comme vous le savez, constitutionnel, un droit fondamental qui ne peut pas être confondu avec les politiques d'immigration. Un droit à ne pas confondre avec l'immigration illégale, car un demandeur d'asile a le droit de séjourner en France le temps que son dossier soit examiné. La famille de Leonarda, qui avait épuisé tous les recours après 4 années passées en France, oblige le gouvernement à agir. Il souhaite donc que la durée d'examen des dossiers, actuellement de 16 mois en moyenne, passe à moins de 9 mois. Et ce, par respect pour les demandeurs d'asile, selon la porte-parole du gouvernement. On ne peut plus accepter que, comme on l'a vu à l'occasion de cette affaire, des familles puissent rester sur le territoire pendant 4 ans, de recours en recours, à n'être pas fixées sur leur propre sort. En 2012, la France a recueilli plus de 60 000 demandes d'asile, un chiffre en constante augmentation depuis 2007. Et ce, malgré les 5 lois passées entre 2003 et 2011 et qui réformaient ce droit. Un 6e texte en 10 ans serait donc déjà en préparation. Et nous avons posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Nationalité, faut-il réformer le droit du sol comme le réclame la droite? Les internautes ont répondu oui à 78%, non à 20% sur 552 votants.
Vers un accord entre Samia Ghali et Patrick Mennucci, mais à certaines conditions. La candidate aux primaires socialistes de Marseille, éliminée du second tour dimanche, exige un engagement sur les moyens financiers consacrés à la ville de Marseille. La lutte contre l'habitat indigne est au cœur du projet de loi Duflot, actuellement en débat au Sénat. Car malgré la législation existante, les logements insalubres sont légion. Voyez ce reportage de Cécile Sixou. Elle a suivi le service hygiène de la mairie de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Vous avez demandé des travaux à votre propriétaire? Oui, j'ai demandé, bon, il ne fait pas. Vivre à 5 dans un logement humide de 40 mètres carrés pour 720 € par mois, cette mère de famille n'en peut plus. Du coup, elle a poussé la porte du service d'hygiène de Saint-Ouen. Ici, on accueille et on aide les locataires qui vivent dans des conditions indécentes. On travaille sur la base de plaintes en majorité des locataires qui doivent avoir d'abord demandé les travaux à leur propriétaire, bien sûr. Et si le propriétaire ne fait pas les travaux, ils viennent nous voir et nous, on va voir sur place. Aller sur le terrain, c'est le quotidien de Nathalie Péral et Ghislaine Zahraoui. Cet après-midi, elles ont rendez-vous avec un locataire. Depuis plus d'1 an, le propriétaire refuse de rénover son appartement, devenu insalubre après une fuite. Là, on voit bien, c'était bien parti, on voit bien qu'il y a de l'eau en haut. Là. Des champignons sur les murs, des rats, de la moisissure. C'est 21 mètres carrés pour 510 € par mois. Le locataire n'en peut plus. Je ne peux pas rester dans ce logement vu qu'il y a l'hiver qui arrive. C'est impossible. Avant de retrouver un logement décent, pourtant, il devra encore attendre le rapport du service d'hygiène, puis un passage en commission, des procédures qui pourraient changer avec la loi Duflot. On aura plus de pouvoir, il pourra avoir des astreintes tant que les travaux ne sont pas faits, ce genre de choses, ce qu'on ne pouvait pas avoir avant. Pour éviter de passer l'hiver dans ces conditions, le locataire attend tout de même une réponse de logement social. La Commission des affaires européennes s'intéressait aujourd'hui à la brevetabilité des semences. Il faut dire que les agriculteurs n'ont pas le droit de ressemer leurs propres récoltes d'une année sur l'autre, car les graines sont brevetées, c'est-à-dire protégées par un droit d'auteur. Pour en parler, nous recevons Guy Kastler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de ces questions à la Confédération paysanne. Alors c'est un aspect méconnu de l'agroalimentaire, mais les agriculteurs ne peuvent pas réutiliser leurs graines d'une année sur l'autre. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? L'agriculture est née parce que les agriculteurs ont chaque année ressemé une partie de leur récolte pour adapter leur variété à leurs conditions de culture. Et il y a moyennement une cinquantaine d'années, une industrie s'est développée, promue par la politique publique. C'est parti de la recherche publique, maintenant c'est de la recherche privée. Ils ont pris ces graines, ils les ont sorties des champs, ils ont pris les plus jolies d'entre elles et ils ont déposé un droit de propriété dessus. Alors, la plus jolie de toutes les graines, elle pousse bien si le champ est adapté à cette graine. Pour l'adapter, on met beaucoup d'engrais chimiques, beaucoup de pesticides. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Il faut que les agriculteurs recommencent à adapter leurs graines à la diversité des champs et surtout maintenant au changement climatique qui arrive chaque année. C'est une année différente des autres. Et quand ils veulent faire ça, on leur dit « Ah, mais là, il y a un titre de propriété, donc, ou bien c'est interdit pour la majorité des espèces cultivées. On a une dérogation pour une 21 espèces, le blé, le colza, pour lesquels on peut ressemer, mais alors il faut payer des royalties à celui qui a déposé un titre de propriété. » Alors justement, tous les agriculteurs sont condamnés en quelque sorte à payer des royalties, et notamment à Monsanto, qui est particulièrement connu, cette multinationale, pour ses OGM. Alors, ce qui arrive avec Monsanto, c'est quelque chose de nouveau, c'est le brevet, qui est différent du certificat d'obtention végétale. Avec le brevet, on n'a pas le droit de ressemer une partie de sa récolte, surtout si on est contaminé par... on a appris avec les OGM que s'il y a un champ OGM à côté du mien, je peux retrouver avec les insectes, le vent, les graines, des OGM dans ma parcelle. Mais ça peut être des caractères brevetés qui ne sont même pas OGM. Aujourd'hui, on a des brevets sur des tolérances aux herbicides qui sont issus de mutagénèse. On a des brevets même qui sont déposés sur des caractères qui existent déjà dans nos plantes. Si j'ai acheté des semences brevetées, c'est comme avec le certificat d'obtention végétale, je peux ressemer si je paye, ou il y a des espèces où je ne peux pas. Mais si je n'ai pas acheté, que j'ai été contaminé, ma récolte appartient au propriétaire du brevet.
Et ce qui est encore beaucoup plus grave, aujourd'hui, on va déposer des brevets pas sur des caractères qui ont été manipulés en laboratoire comme les OGM, des gènes qui ont été fabriqués par la chimie de synthèse, mais sur des caractères qui existent déjà dans nos plantes. On a le fameux brevet sur le chou brocoli, c'est un caractère qui existe déjà dans les choux. On a un brevet de Syngenta sur un melon d'eau amère. Que préconise la Confédération paysanne que vous représentez ce soir pour trouver une solution à ce problème? Alors, pour nous, la brevetabilité de vivant, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Le vivant se reproduit gratuitement. Il y a eu de la recherche sur une semence, on me la vend, je la paye, je rémunère la recherche. Comme moi je suis éleveur aussi, quand j'achète un animal reproducteur, je le paye plus cher qu'un animal de boucherie, mais après, sa descendance m'appartient. Je ne vais pas repayer. Mais là maintenant, il va y avoir des brevets aussi sur les animaux, sur les caractères des animaux, qui existent déjà. Monsanto a déposé un brevet sur le cochon, sur des caractères qui existent déjà dans des porcs qu'on a dans nos élevages, et donc la descendance va appartenir à Monsanto. C'est quelque chose de tout à fait inimaginable que la reproduction gratuite du vivant appartienne à des entreprises. Pour nous, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'interdire la brevetabilité du vivant et tout de suite, au moins, tous ces brevets sur ce qu'on appelle des caractères natifs, c'est-à-dire ceux qui existent déjà, c'est des caractères naturels, qui sont déjà dans les plantes, qui sont déjà dans les animaux. Normalement, la directive européenne devrait interdire ces brevets. Il se trouve que l'Office européen des brevets, qui est une juridiction qui nous échappe, internationale, on a des représentants des gouvernements à l'Office européen des brevets, mais ils accordent ces brevets-là, contrairement à la volonté du Parlement européen, qui a même pris une motion en juin de l'année dernière contre ce type de brevet. Mais l'Office européen des brevets continue à accorder ces brevets. Vous avez été auditionné donc aujourd'hui par les sénateurs. Est-ce que vous avez trouvé une oreille attentive? Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir été reçu aujourd'hui au Sénat? Alors, si vous voulez, c'est un débat qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui malheureusement ne va pas se terminer tout de suite. Les sénateurs nous ont écoutés avec beaucoup d'attention. Après, ce n'est pas un échange, une audition. Ils veulent savoir notre point de vue, on le donne. Ce sont des personnes publiques, on sait aussi les points de vue qui... Je suis quand même surpris que la personne que nous avons rencontrée, qui est un élu, soit une personne qui a travaillé à l'Office européen des brevets. Certes, elle connaît très bien le sujet pour avoir travaillé dedans. Par contre, s'il y a un problème aujourd'hui, il est bien à l'Office européen des brevets. Alors j'espère que, je parle de M. Young, que parce qu'il connaît bien le problème, parce qu'il connaît la maison, il fera comprendre à la maison, à l'Office européen des brevets, qu'il ne respecte pas vraiment la réglementation européenne. Merci beaucoup Guy Kessler d'avoir été l'invité de 24 heures Sénat. La délégation sénatoriale à l'Outre-mer a rendu hommage cet après-midi à Aimé Césaire. On célèbre cette année les 100 ans de la naissance du poète, chantre de la négritude, de l'homme politique engagé. Il a été député de la Martinique de 1946 à 1993 sans interruption. Voyez son portrait avec Flora Sauvage. C'était un visionnaire, un poète, un rebelle. Mort en 2008, Aimé Césaire n'a cessé de dénoncer la colonisation en démontrant qu'elle était contraire à la civilisation. Auteur du célèbre discours sur le colonialisme, il a fondé avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas la négritude, ce courant littéraire et politique qui revendiquait une identité noire. Nous avons découvert une chose nouvelle, une chose très importante, que l'histoire avait un peu laissé de côté, et c'est la question de l'identité. L'idée s'est fait jour, l'identité, c'est devenu une question martiniquaise, une question antillaise. Député de Martinique pendant 47 ans, il n'a eu de cesse de défendre la cause des Noirs et des opprimés. Césaire a bien fait comprendre que nous ne pouvions pas rencontrer l'autre si nous n'étions pas quelque chose, si nous n'étions pas clairement identifiés. Et donc toute son œuvre tourne d'ailleurs autour de cela et autour de... il a tenté de convaincre les complexés de l'histoire, complexe qui vient lui-même de la colonisation, qui est le plus grand tort qu'on puisse faire à un être humain. 2 ans après sa mort, un hommage national lui a été rendu au Panthéon. Pourtant, Aimé Césaire ne figure pas au programme du baccalauréat. À défaut, il donnera son nom à une station de métro à Aubervilliers en 2017.
Et notre invitée ce soir, Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Bonsoir, merci d'être notre invitée. Alors le Sénat a rendu hommage cet après-midi à Aimé Césaire. On célèbre les 100 ans de sa naissance. Aimé Césaire, poète, un des pères fondateurs de la négritude, homme politique, il a été député de la Martinique. 5 ans après son décès, comment expliquez-vous qu'il soit toujours autant célébré ? Je pense qu'il le sera encore dans une centaine d'années, parce que la pensée de Césaire est profonde, elle est universelle, en même temps elle est profondément enracinée. C'est-à-dire qu'il y a tout le spectre de l'humanisme de proximité, chez soi, avec les siens, mais aussi de l'humanisme planétaire, c'est-à-dire en relation avec les autres. Alors, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une de ces rencontres avec lui ? Ces 10 dernières années, enfin les 10 dernières années avant son départ, je me présentais à la Martinique pour lui souhaiter un heureux anniversaire. Donc nous passions des moments ensemble, j'ai participé à des événements publics. Bon, j'ai surtout des souvenirs d'entretiens longs, il nous est arrivé de rester bavarder ensemble pendant 2 heures. J'ai des souvenirs aussi de gestes très affectueux parce que c'était une personne d'une extraordinaire pudeur. Et pourtant, il est arrivé à plusieurs reprises que Césaire me prenne dans ses bras. J'ai même quelques photos parce que je ne savais pas que nous avions été photographiés dans cette attitude. Et il y a, voilà, pour moi, une admiration extraordinaire. Nous avons vécu des moments difficiles parce qu'il a perdu un ami, Camille Césaire. Je me suis rendue à la Martinique à l'occasion des obsèques. Voilà, nous avons eu des moments de très grande intimité, alors qu'en même temps, pour moi, Césaire, c'est le père. C'est même pas le grand frère, c'est le père. Donc j'avais une révérence immense, abyssale pour lui, mais en même temps une affection, une intimité qui me permettait d'être très très proche de lui, y compris qu'on se touche. Alors que je le répète, c'était quelqu'un d'une très très grande pudeur. Donc le contact, la main, l'épaule, la joue, tout cela, c'était quand même extrêmement rare. Alors, il vous inspire beaucoup, vous venez de nous l'expliquer, et notamment dans vos interventions politiques. On va tout de suite écouter un extrait. C'était le 4 avril dernier. Vous étiez ici au Sénat lors de l'ouverture des débats ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. On écoute votre intervention. Je vous remercie pour l'accueil que vous allez réserver à ce débat. Je sais que je suis dans une maison dont la culture pousse davantage vers le fond et vers le droit que vers les joutes et les polémiques. Vous savez que ce que nous faisons là, ce ne sont pas que des mots. Et par cette action, dirait Aimé Césaire, nous forçons de fumantes portes. Je vous remercie. Nous forçons de fumantes portes. C'est un magnifique extrait, effectivement. Oui, du cahier de retour au pays natal. Il parle des mots, justement, où il dit que vous nous traitez de marmonneurs de mots. Il ajoute des mots, mais des mots de sang frais. Avant ça, il dit nous, des mots. Nous qui manions des continents en délire, nous qui épousons des continents entiers, nous qui forçons de fumantes portes, des mots, oui, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des raz-de-marée et des érysipèles et des laves et des feux de brousse et des flambées de chair et des flambées de ville. C'est absolument magnifique, c'est un passage du cahier qui est absolument magnifique, mais il y en a plein. Comment vous préparez vos interventions? Vous saviez déjà que vous alliez le citer en venant au Sénat, par exemple? Non, en général, parce que la puissance de la poésie, c'est de s'imposer. C'est-à-dire que, en fait, c'est dans le déroulement de la pensée, c'est dans la relation à l'autre, l'effort de dire et d'expliquer, dans l'effort de convaincre que les extraits poétiques surgissent. Donc, lorsque je cite un poète, Césaire ou Damas ou d'autres, c'est parce qu'au moment précis où je suis dans le contact et dans l'œuvre de persuasion, mes mots s'affaiblissent, mes mots s'effacent et ils laissent place aux mots du poète parce que les mots du poète sont plus ramassés, ils sont plus concentrés, ils sont en même temps plus légers, ils s'envolent, ils atteignent l'autre plus facilement que mes propres mots. C'est comme ça que les poètes viennent à mon secours avant même que je ne les appelle au secours. Il vous inspire beaucoup, et notamment sur Twitter. On a vu sur votre compte Twitter qu'il y a des hashtags Césaire, et vous trouvez toujours un moment dans votre emploi du temps, comme c'est le cas aujourd'hui, bien pour venir parler de lui, de son œuvre. C'est votre façon de lui rendre hommage? C'est surtout d'abord pour moi un facteur d'équilibre. La poésie est indispensable pour conserver foi en l'avenir, pour conserver l'espérance conquise. La poésie est indispensable pour s'interroger sur soi-même, sur le sens de sa vie, de son action. Donc voilà, je viens respirer dans des occasions comme ça, c'est ce que je viens faire. Mais évidemment, je lui rends hommage
à longueur de temps, d'abord sur moi-même, parce qu'il a tellement participer à la compréhension que j'ai de la vie, de moi-même, du monde. J'ai constamment besoin de lui. Je le relis très très souvent. Je relis d'autres poètes aussi, mais je relis très très fréquemment Césaire. Pas que sa poésie d'ailleurs, parce que même dans ses essais, y compris dans ses essais en silex, avec des mots extrêmement durs, il y a de la poésie, il y a du lyrisme. On est constamment dans l'univers poétique avec Aimé Césaire, y compris lorsque il pourfend le monde. Alors un des prochains textes que vous aurez à défendre devant les parlementaires, ce sera la réforme pénale. Est-ce que vous avez déjà des lectures particulières que vous avez bien en tête pour préparer cette réforme, pour la défendre devant les parlementaires? La question de la réforme pénale rejoint effectivement la conception que l'on peut avoir de l'individu, de son parcours dans la vie, de sa capacité à se ressaisir, à se reprendre et à reprendre en main sa destinée personnelle. Donc il s'agit d'une politique publique au sens où il s'agit de concevoir la peine, mais il s'agit aussi d'une approche philosophique au sens où il s'agit de redonner du sens à la peine, du sens pour les victimes, du sens pour l'auteur de l'acte qui a conduit au prononcé d'une peine, du sens pour la société aussi. Comment punit-on dans une société démocratique qui reconnaît la gradation des peines, qui considère que c'est selon la gravité que l'on va prononcer une peine d'une lourdeur plus ou moins importante. Et une société comme celle-là, elle ne peut pas jeter aux oubliettes ceux qui ont commis un acte. Elle doit les conduire à réparer, à s'excuser, à dédommager la victime, à être sanctionnés, mais à s'interroger sur leur avenir. Donc probablement que pendant ces débats, il y aura des circonstances où les poètes viendront encore à mon secours. En 2008, Ségolène Royal avait lancé une pétition pour qu'Aimé Césaire entre au Panthéon. On sait que François Hollande doit bientôt se prononcer sur une personnalité. Est-ce que vous, peut-être lui conseillez de faire entrer Aimé Césaire au Panthéon? En fait, Aimé Césaire y est, mais il y est sous forme de plaque, puisque Aimé Césaire avait fait savoir qu'il ne voulait pas quitter sa terre martiniquaise. Donc en 2008, voilà, une plaque a été apposée en son nom. À cette occasion, j'ai dit que, évidemment, Aimé Césaire est honoré par cette entrée au Panthéon, mais que le Panthéon est honoré d'accueillir Aimé Césaire. Madame la ministre, une question peut-être sur l'actualité du jour et notamment sur les propositions ce matin de Manuel Valls qui, après l'affaire Leonarda, a dit réfléchir à de nouvelles propositions sur le droit d'asile. Cela veut dire que la législation française n'est plus adaptée en la matière? Vous savez que la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ainsi que sur le droit d'asile est une législation qui a été modifiée à plusieurs reprises. Depuis 1993, très précisément, il y a eu une frénésie de modification de ces textes et puis il y a eu à plusieurs occasions une instrumentalisation du sujet, une instrumentalisation politicienne, partisane, bassement calculatrice et qui a conduit à des incohérences à l'intérieur de cette législation. Il y a certainement nécessité à la reconsidérer. Il y a eu des débats assez récents sous l'ancien quinquennat sur ces sujets-là et à l'occasion de ces débats, des parlementaires de la gauche ont fait savoir quelle était leur conception de l'accueil, de l'hospitalité, du respect des règles, de l'application de la souveraineté, mais en même temps de nos relations avec le reste du monde, avec d'autres pays du monde, avec d'autres ressortissants du monde. Donc oui, il y a certainement matière à en discuter encore. Notamment après l'affaire Leonarda, sur laquelle on vous a peu entendu. Ça n'a pas à être lié à un cas particulier. Un pays ne peut pas légiférer sur la base d'un cas particulier. Simplement, on ne peut pas perdre de vue que quelles que soient les règles qu'on établit, ce sont des règles qui s'appliquent à des personnes. Donc on doit, au moment où on élabore les règles, et elles doivent être claires, elles doivent être stables, au moment où on élabore les règles, on doit conserver à l'esprit qu'il s'agit de personnes, et c'est ce que la gauche est capable de faire, alors que la droite, en général, a en arrière-pensée, non pas les personnes qui seront considérées, mais le message avec un utilitarisme électoral qu'elle souhaite envoyer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'à la même période où sous l'ancien quinquennat, il y avait des discours extrêmement martiaux et menaçants, il y avait en même temps des circulaires discrètes, parce que lorsqu'on est confronté à la situation des personnes, on est obligé d'en tenir compte. Donc il y a eu une période concomitante où il y avait des menaces, des promesses d'expulsion massive, et en même temps il y avait des circulaires de régularisation. C'est une tartufferie.
La gauche n'a pas à pratiquer de cette façon, elle ne l'a jamais fait, elle ne commencera pas à le faire. Comment avez-vous vécu l'affaire Leonarda? On sait Je vois que vous voulez absolument que je me prononce sur ce cas particulier, je ne le ferai pas. Aujourd'hui, on sait que dans ce contexte, l'UMP entend réformer le droit du sol. Quelle est votre réaction à cette annonce de Jean-François Copé? Je ne commente pas le programme de l'UMP, d'abord parce qu'il faudrait le commenter sans fin compte tenu de sa variabilité. Ensuite, il faudrait commenter davantage l'attitude et ce qui inspire les choix de position de l'UMP, parce qu'on voit bien qu'il y a des calculs électoraux évidents, manifestes. On voit bien que l'UMP s'est installée dans l'attitude qui consiste à aller puiser dans un autre parti ses idées. On voit bien que l'UMP ne semble plus avoir une pensée autonome. On voit bien que l'UMP ne se raccroche plus non plus aux grandes traditions de la droite. On sait, depuis l'œuvre de René Raymond notamment, on sait quelles sont les trois grandes filiations de la droite. Et à l'UMP, il y avait quand même une filiation assez, enfin plutôt respectable, vraiment, assez admirable même par certaines actions qui ont été conduites. Je pense à ce qu'on a appelé le gaullisme social. Et manifestement, l'UMP semble avoir rompu avec ça. Je pense qu'il y a assez de personnes à l'UMP pour étudier ça, commenter, peut-être alerter les responsables actuels sur ces dérives, mais c'est vraiment leur affaire. Il y a assez de problèmes à la charge du gouvernement pour que nous concentrions nos énergies, nos intelligences, notre force et notre temps à apporter des réponses à ces problèmes. Commenter l'UMP, ce serait une diversion, une distraction que je ne goûte pas et pour laquelle nous n'avons pas le temps. Le même Jean-François Copé qui dit n'avoir jamais été contre le mariage pour tous, maintenant que la loi est promulguée et validée par le Conseil constitutionnel. Que vous inspire ce revirement? Écoutez, depuis, ça ne m'inspire strictement rien du tout. Il y a longtemps que je les vois pratiquer l'art du désaccord avec soi-même. Sur le Front National, il y a deux procédures. Vous avez fait l'objet d'attaques racistes sur un compte Facebook d'une candidate frontiste au municipal qui a depuis été suspendue. Aujourd'hui, on sait que dans un sondage, le Front National est crédité de 24% aux européennes. Qu'est-ce que ça vous inspire sur peut-être l'état de notre société aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des difficultés économiques qui conduisent les Français à s'interroger, à douter d'eux-mêmes, à oublier leur histoire, les grandes et belles pages de leur histoire, à oublier que dans l'adversité, y compris à des périodes où il y a eu de la misère, de la pauvreté, des injustices, des inégalités, à ces moments-là, les Français ont su construire des solutions ensemble. À la sortie de la guerre, alors que le pays était dévasté, les Français ont su construire des services publics, ont su construire des politiques publiques de solidarité, d'aide, de réduction des inégalités. Je pense qu'il est bon de le leur rappeler, de leur dire que même en période économique difficile, la France a su privilégier les libertés, privilégier la solidarité, faire vivre la fraternité et que c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Donc plutôt que de neutraliser les capacités collectives, les ressources collectives dans du repli sur soi, dans la sublimation des égoïsmes, dans de la rancœur contre des ennemis factices. Plutôt que de cela, on peut remobiliser toutes ces ressources, on peut remobiliser toutes ces énergies. Je le redis, leur rappeler ce qu'ils ont été capables de faire, d'inventer, de construire, leur rappeler qu'ils ont de très belles traditions. Il y a toujours eu des partis, des forces politiques d'exclusion, xénophobes. Il y a toujours eu ça dans l'histoire française, mais il y a toujours eu plus massivement, de belles figures philosophiques, de belles figures humanistes, de belles figures politiques, et puis des citoyens ordinaires, plutôt capables de faire vivre une tradition de solidarité, d'action, de projection sur l'avenir. Donc c'est ça notre responsabilité, nous à gauche notamment, c'est de rappeler cela à la France, parce qu'elle a de très très beaux épisodes avec ce contenu-là, et je pense que les Français se ressaisiront, ils se retrouveront. Et ceux qui professent l'exclusion et le rejet de l'autre, ceux qui en fait trompent ceux qui sont dans la difficulté, parce que la filiation d'extrême droite n'a jamais été une filiation qui a sorti les Français de la pauvreté, jamais. Elle les y a enfoncés, elle les a enfoncés dans leur malheur, elle les a installés dans la difficulté. Je pense que nous sommes en capacité de combattre cela. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.